Mesdames et messieurs les élus et responsables politiques, mesdames et messieurs les représentants des autorités civiles, religieuses et militaires, monsieur le rabbin, mesdames et messieurs mes chers amis, monsieur Paul Amar. Tout d'abord, je voudrais vous souhaiter en mon nom personnel et au nom de tous les membres de la communauté juive de Lille la bienvenue dans notre synagogue. Je voudrais vous dire tout simplement combien je suis ému de l'honneur que vous nous avez fait, monsieur Paul Amar, en acceptant notre invitation dans ce lieu si cher à notre cœur. C'est un moment d'émotion et de plaisir de vous accueillir ici, mais aussi heureux de pouvoir partager avec toutes les personnes présentes ce soir cet instant de convivialité. C'est pourquoi, avant toute chose, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être ici ce soir. Je suis impressionné par votre présence nombreuse, car elle est à la hauteur du sujet qui va être abordé par notre conférencier de ce soir, de la haine d'Israël à la haine des Juifs. Personnalité du monde journalistique en France, connue et aimée du grand public, vous avez été longtemps présentateur du journal télévisé sur France 2 et France 3. Vous êtes un éditorialiste politique écouté et célèbre, animateur des soirées électorales et des grands débats de société. Confident des artistes et des écrivains, vous aimez donner la parole aux autres. Vous avez également été directeur de l'information de la chaîne I24 à Tel Aviv jusqu'en mars 2017. Du reportage de guerre à la présentation du journal de 20 heures, en passant par l'animation de nombreux débats, vous avez toujours accordé une grande importance à la neutralité de votre travail de journaliste. Mais aujourd'hui, vous dites sans détour et avec une sensibilité extrême, notamment dans votre livre « Blessures », votre mal-être et votre indignation face à la montée du racisme et de l'antisémitisme. Vous vous définissez comme un Français républicain, laïque et humaniste, souffrant d'être désigné, ainsi que d'autres, comme juif. Bonsoir, merci pour vos propos, cher Guy, merci pour votre accueil. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir, très sensible au nombre, présent dans une synagogue. C'est monsieur le rabbin qui va vous demander de revenir aussi nombreux samedi prochain, par exemple. Nous nous serions sans doute félicités de, 70 ans après l'indicible, d'une quiétude retrouvée pour les Juifs de France, pour les Juifs d'Europe, pour les Juifs d'Israël, d'une sérénité retrouvée, d'une liberté retrouvée. Liberté de prier, pour ceux qui sont croyants et pratiquants, liberté de circuler, liberté de s'intégrer, liberté de rester juif évidemment, mais aussi, pour les plus laïcs peut-être des juifs, liberté même d'oublier cette identité juive. Mais voilà, la réalité en a décidé autrement, et Jean-Paul Sartre, qui a eu tort sur tous les points face à Camus, aura eu raison sur un seul point, la question de l'antisémitisme. Si le juif n'existait pas, l'antisémite l'inventerait. La propagande, si l'on retient la définition de l'écrivain Huxley, à quoi sert-elle? Je le cite. À nous faire accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Manipulation perverse qui s'appuie sur des techniques précises. Là, je ne suis pas en train de théoriser ou d'inventer. Ce sont des techniques de propagande qui ont été mises au point, utilisées par d'autres avant, et qui seront malheureusement aussi utilisées désormais. 1. Répétition de slogans. 2. Mise en valeur de certains détails, omission d'autres détails. 3. Création d'une illusion d'unanimité. Le premier exemple ne vous surprendra pas, Israël, on reste dans le thème, Israël. Premier slogan, Israël occupant. Répétition du slogan, martelé à longueur de journée, à longueur de tribune, à longueur de médias. Mais fondé, l'honnêteté m'oblige à dire que ce slogan est fondé sur une réalité. Israël, son armée, occupe la Cisjordanie aujourd'hui. Donc c'est fondé sur une réalité. Mais, et on arrive à l'omission, silence total sur les raisons de cette occupation, les guerres à répétition déclenchées par les pays arabes, gagnées par Israël, qui a du coup pris ses précautions et pour des raisons évidentes de sécurité, a créé ce qu'ils appellent là-bas eux-mêmes une zone tampon entre l'Israël intérieur et
la Jordanie ou l'autorité palestinienne. C'est la raison pour laquelle il y a des checkpoints et l'armée occupe une partie de la Cisjordanie. Création d'une illusion d'unanimité. Si Israël se retire, la paix sera enfin possible. Tous les médias le pensent, les politiques également. Moi-même, je le pensais. Pour être tout à fait honnête, quand j'étais en France, je n'étais pas du tout spécialiste des questions proche-orientales, plutôt des questions de politique intérieure. Et moi-même, sans être spécialiste, sans exercer cette fonction de spécialiste du Proche-Orient, je le pensais. Pourquoi l'armée israélienne est-elle à Gaza? Qu'a-t-elle à faire là-bas? Pourquoi ne se retire-t-elle pas? Si l'armée se retire, enfin il y aura la paix côté sud. L'armée s'est retirée de Gaza. Les roquettes ont-elles cessé de pleuvoir sur Israël? Non. Mais Churchill avait compris que le livre des démocraties, aussi beau soit-il, aussi exemplaire soit-il, n'allait pas suffire à vaincre la barbarie. Le glaive est aussi nécessaire. On attend notre Churchill. Je vous remercie.